Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre journal à la une de ce 19h. En qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est arrivé à Riyad dans le cadre d'une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite pour prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de la défense. De son côté, et en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Tripoli par le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, à qui il a remis un message écrit de son frère, le président de la République. Et au Maroc, les pratiques observées par les forces coloniales du Merzen ressemblent à celles de l'entité sioniste, ce qui explique le rapprochement entre les deux bourreaux qui ciblent les civils impuissants. Témoin de ces pratiques, le militant marocain Mohamed Zeyan, des militants des droits de l'homme et ancien ministre, réitère ses accusations au Merzen, tout en avertissant que ces pratiques peuvent mettre en péril le pays, reprochant l'absence prolongée du roi. Et la production de pommes de terre dans la wilaya de Ain Defla, au cœur du grand format de ce samedi. Et une wilaya leader avec plus de 4200 hectares réservés à cette année pour la production de ce tubercule. Ain Defla s'est hissé également à la première marche du podium en matière de production de semences de pommes de terre. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en titre. Bienvenue à vous tous. Tout d'abord, et en qualité de représentant du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale Abdelmajid Tebboune, le général d'armée Saïd Chengreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, est arrivé à Riyad dans le cadre d'une visite officielle au Royaume d'Arabie Saoudite afin de prendre part à la deuxième édition du Salon mondial de défense à Riyad, prévu du 4 au 8 février 2024, où il a été accueilli à l'aéroport international du roi Khaled par le général de corps d'armée Mazyed Ben Sulayman Al-Amrou, commandant des forces royales de défense aérienne saoudienne. Cette visite effectuée par le général d'armée à la tête d'une délégation militaire sera une occasion pour visiter des structures relevant des forces armées saoudiennes et rencontrera des responsables militaires saoudiens en vue d'étudier les voies de renforcement de la coopération bilatérale et d'examiner les questions d'intérêt commun. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, a été reçu aujourd'hui à Tripoli par le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El Menfi, à qui il a remis un message écrit par son frère, le président de la République Abdelmajid Tebboune. La rencontre a été une occasion de passer en revue l'état et les perspectives des relations algéro-libyennes et de saluer les liens historiques, fraternels et de solidarité enracinés entre les deux pays et peuples frères. On écoute cette déclaration du chef de la diplomatie au sortir de l'audience. Alors, passons donc à la suite de l'actualité et toujours avec l'activité diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu aujourd'hui avec le chargé de la gestion du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale dans le gouvernement d'union nationale libyen, Tahar Al-Baour, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en Libye en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune. À cette occasion, les deux parties ont passé en revue les priorités de la coopération bilatérale sur les plans économiques, politiques et social en prévision des prochaines échéances bilatérales, notamment la grande commission mixte. Les deux parties ont également évoqué les développements enregistrés sur la scène libyenne au titre du processus politique de règlement de la crise sous l'égide de l'ONU, ainsi que les efforts consentis par l'Union africaine en faveur de la réconciliation nationale libyenne. Le secrétaire d'État américain Matthew Miller a déclaré que son pays a exprimé ses regrets face à la décision du Mali de se retirer de l'accord d'Alger pour la paix et la réconciliation au Mali, ajoutant que la mise en œuvre de cet accord aurait pu apporter plus de stabilité au peuple malien et pour toute la région.
Et en Palestine occupée, le bilan de l'agression sioniste lancé le 7 octobre dernier contre la bande de Gaza s'est alourdi aujourd'hui à 27 238 martyrs et 66 452 blessés. C'est ce que ressort d'un communiqué publié par les autorités sanitaires à Gaza au 120e jour de l'agression sioniste contre la bande de Gaza. Les ambulances et les équipes de la protection civile ne parviennent toujours pas à atteindre un certain nombre de victimes sous les décombres en raison des restrictions sionistes, selon le même sur ça. Au moins 19 civils palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés dans de nouveaux bombardements de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza au 120e jour, je le disais, de l'agression barbare contre l'enclave palestinienne, a rapporté l'agence de presse Wafa. Les forces de l'occupation sioniste ont arrêté aujourd'hui 5 citoyens palestiniens dans différentes régions en Cisjordanie occupée, ayant perquisitionné plusieurs maisons, a indiqué le club du prisonnier palestinien. De son côté, le chef du gouvernement palestinien Mohamed Shtiya a déclaré que 5 pays ont annoncé la reprise de leur financement à l'UNRWA. Les attaques des Houthis dans la mer Rouge, engendrant des pertes économiques de 60 milliards de dollars, ont sérieusement affecté l'économie de l'entité sioniste. De plus, ces événements ont eu des implications significatives sur les voies maritimes stratégiques dans la région. Nous dit Yasmine Saoudi. Avec des pertes estimées à 60 milliards de dollars, les attaques des Houthis dans la mer Rouge représentent un défi économique considérable pour l'entité sioniste qui a vu son économie ébranlée. De plus, les voies maritimes stratégiques du détroit de Bab el-Mandeb et du golfe d'Aden sont une importance capitale pour le commerce mondial en direction du Moyen-Orient, qui représente environ 12% du commerce mondial, ce qui accentue les conséquences de ces attaques sur l'économie régionale et mondiale. Les massacres en cours à Gaza semblent être très coûteux pour l'entité sioniste, tant sur le plan financier que militaire. Les pertes au sein de l'armée sont importantes, qualifiées de dévastatrices. La mer Rouge et le golfe d'Aden sont des voies cruciales et perturber ce flux affecte l'approvisionnement en biens essentiels de l'entité sioniste, entraînant des coûts d'importation importants et une inflation sans précédent. Des perturbations qui affectent le principal corridor commercial utilisé par les navires en direction du Moyen-Orient et des ports sionistes. Ces pressions économiques créent un défi pour les politiques sionistes et les actions des Houthis sont perçues comme un moyen de pression sur l'entité sioniste et ses alliés, notamment les États-Unis. Cela s'inscrit également dans une perspective de solidarité avec la cause palestinienne et la volonté de mettre fin à ce génocide. Les grandes puissances occidentales telles que les États-Unis et le Royaume-Uni prévoient de déployer un navire pour protéger les bateaux se dirigeant vers les terres occupées de la Palestine. Cependant, malgré l'utilisation de passages dans la mer Rouge, la navigation est entravée par divers obstacles. Bien que des efforts aient été déployés pour stabiliser la navigation maritime, les fluctuations persistantes dans la région de Bab el-Mandeb, y compris le canal de Suez, continueront d'influencer le trafic maritime en raison de l'importance stratégique de la région. Surtout lorsqu'on sait que le quart de la production pétrolière mondiale provient des pays du Golfe, nécessitant le passage par le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez pour atteindre l'Europe et l'Asie. Les attaques des Houthis contre les navires sionistes britanniques et américains ont eu des répercussions importantes sur l'économie sioniste ainsi que sur la politique américaine et britannique dans la région. Les experts affirment que cela pourrait accroître les risques d'une extension du conflit, en particulier avec les violences persistantes à Gaza, pouvant éventuellement conduire à une guerre régionale difficile à maîtriser tant au niveau régional que mondial. Et pour développer ce sujet et avoir plus et davantage d'informations, nous avons avec nous et en direct M. Gamel Abina, militant des droits de l'homme depuis Paris via Skype. Monsieur Abina, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors, comme on vient de le suivre à travers le sujet, l'entité sioniste enregistre des pertes estimées à des milliards de dollars et voit son économie ébranlée, et ce après les attaques des Houthis dans la mer Rouge et le golfe d'Aden notamment. Monsieur Abina, l'entité sioniste est affaiblie et malgré cette situation qui prévaut, elle exerce une certaine omerta sur la vraie situation socio-économique, politique et sécuritaire, cultivant le mythe de l'entité sioniste invincible, alors que la situation est tout autre.
Tout à fait. D'abord, il faut rappeler, il faut rendre hommage aux Houthis qui font un travail de blocus littéralement des bateaux essentiellement sionistes, évidemment, en soutien aux Palestiniens pour qu'on arrête le bombardement et l'arrêt de l'aide humanitaire. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est les motivations. Les motivations des Houthis sont nobles. Ce ne sont pas des pirates, ce ne sont pas des voyous, ce sont des gens qui, par solidarité d'un pays qui est martyr, eux-mêmes ont été martyrisés d'ailleurs par une guerre qui a duré très longtemps, considèrent que les Palestiniens doivent être soutenus. À côté de cela, nous avons une entité sioniste qui ne va pas dire le mal que fait l'impact considérable que fait cet arrêt de son commerce à elle en particulier, puisque c'est quand même, alors c'était dit dans le documentaire, 12% du commerce mondial, mais 85% du commerce euro-asiatique. Et surtout, c'est une perte aussi pour l'Égypte, puisqu'évidemment, avec la perte de trafic, avec le détournement des voies maritimes, eh bien, le canal de Suez, qui reçoit 500 000 $ par bateau, ne reçoit plus rien. C'est 30% des conteneurs mondiaux, c'est quand même considérable. C'est une des zones les plus à risque et les plus étroites de la région, évidemment, puisqu'on sait qu'il y a le canal qui était déjà l'objet de guerre à l'époque, mais aujourd'hui, c'est Bab el-Mandeb et évidemment la mer Rouge. Donc tout cela a un impact général considérable sur un plan économique régional, mais surtout mondial. Les conséquences peuvent être lourdes. Et pour ne pas étendre le conflit, au lieu que les Américains fassent pression sur les sionistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des bateaux de guerre, ils bombardent les Houthis régulièrement. Cette nuit, 85 attaques entre le Yémen, l'Irak et la Syrie, pour empêcher effectivement cette résistance de solidarité des Houthis. Donc c'est vrai que les sionistes qui ont une estimation de perte de 60 milliards, qui est une estimation plancher, ne disent pas la vérité. Rien que le port d'Elat, c'est 85% de chute de revenus, avec une fuite évidemment de tous les plaisanciers, avec une fuite de tous les trafics de bateaux maritimes. Et surtout, c'est une perte considérable parce que la guerre coûte de l'argent et que l'entité sioniste, en envoyant 300 000 hommes contre la bande de Gaza et dans le nord du Liban, c'est 300 000 personnes qui ne travaillent pas. Donc cela pour dire que, en termes économiques, c'est un naufrage, que l'entité sioniste qui veut se faire croire au monde qu'elle est viable économiquement ne tient que parce que les États-Unis et l'Europe la soutiennent financièrement, qu'ils comblent les déficits chroniques et surtout qu'ils sont incapables de faire face à des attaques multiséquentielles, multisectorielles, j'allais dire, qu'elles soient militaires, économiques et politiques aujourd'hui avec ce qui s'est passé avec les CIJ. Monsieur Gamel Abina, militant des droits de l'homme depuis Paris via Skype, merci pour toutes ces précisions et cette analyse. Et dans le reste de l'actualité internationale, deux lieux et les mêmes pratiques, des pratiques observées par deux forces coloniales, en l'occurrence le Merzen et l'entité sioniste, ce qui peut expliquer un tant soit peu le rapprochement entre les deux bourreaux qui s'acharnent contre les civils impuissants, nous dit Raouf Hamouche. Deux faces d'une même pièce. En tous les cas, c'est le moins que l'on puisse dire des pratiques observées par deux forces coloniales, à savoir le Merzen et l'entité sioniste. C'est ce qui peut expliquer un tant soit peu le rapprochement entre deux bourreaux qui s'acharnent contre des civils impuissants. Jugez-en, le traitement réservé par le royaume merzenien à l'égard du peuple sahraoui dans les territoires occupés du Sahara occidental ne diffère en rien de celui réservé par l'entité sioniste aux Palestiniens. L'autre pratique inhumaine, la déportation et le transfert des habitants originaires de cette terre occupée. En effet, au fil des années, le Maroc a recouru à des subventions et à des exonérations fiscales afin de convaincre des milliers de ses habitants de s'installer dans les villes sahraouies occupées, dépeuplées de leurs habitants, dans un seul but, consolider le contrôle sur le Sahara occidental, mais surtout créer un déséquilibre démographique. D'ailleurs, cette politique est en vogue aujourd'hui chez l'occupant sioniste qui fait tout pour déporter les Palestiniens de Gaza vers Sinaï, avant de mettre le cap sur la Cisjordanie, dans le but de les chasser vers la Jordanie. Le Merzen et l'entité sioniste se partagent également une autre politique digne du régime de l'apartheid. Ces deux colonisateurs sont sans doute les seuls régimes au monde à avoir érigé les murs de la honte en Palestine et au Sahara occidental. Et comme par hasard, ces deux murs ont été conçus par les mêmes architectes sionistes. Deux colonisateurs qui se partagent aussi une autre particularité et non des moindres, la non-délimitation des frontières, confirmant ainsi leur vision de colonisateurs expansionnistes. Aujourd'hui, la Palestine et le Sahara occidental ont les mêmes destins et les mêmes combats face à des frères siamois que sont le royaume merzenien et l'entité sioniste. Et de son côté, le militant marocain des droits de l'homme et ancien ministre Mohamed Ziane réitère ses accusations au Merzen, tout en avertissant que ces pratiques peuvent mettre en péril le pays et même toute la région. Mohamed Ziane reproche également l'absence prolongée du roi du Maroc, Amal Sideredir.
L'ancien ministre marocain des droits de l'homme, Mohamed Ziyane, revient à la charge en soulevant les préoccupations croissantes quant à la dégradation des droits de l'homme dans le Marzenne, qui croule sous la domination des services de renseignement. Profitant de l'absence et de la complicité de ses gouverneurs, le premier mis à l'index n'est autre que le roi Mohamed VI, accusé d'absence persistante et de laisser les services de renseignement influencer les partis politiques et les médias. Une inquiétude généralisée, non? Il est certain qu'il y a une inquiétude générale. Tout le monde se pose la question. Qui dirige réellement le pays? Ce qui est très grave. Quand on nous dit auprès des hautes sphères du Marzenne que le roi est en mesure de diriger les affaires du pays depuis l'étranger, il est difficile de comprendre une telle chose. Comment il peut se permettre le luxe de diriger le pays depuis l'étranger en utilisant Zoom? Cela me paraît comme une blague. Ce qui est grave, c'est que le roi ne pense pas revenir au Maroc et nous voulons savoir pourquoi. S'il ne veut pas être roi, c'est son problème. Si les affaires du pays ne l'intéressent plus ou qu'il n'a plus de force de le faire pour n'importe quelle raison, c'est son problème également. Nul ne peut l'obliger, mais il faut nous expliquer ce qui se passe réellement. Mohamed Ziyane évoque également un écart grandissant avec les normes contemporaines en matière de droits de l'homme au Maroc qui pourraient avoir de lourdes conséquences sur la stabilité de toute la région. Des accusations qui lui ont valu de voir les charges retenues contre lui par les services de sécurité du Marzenne s'alourdir de plus en plus. Des pratiques qui ne surprennent plus. Et les difficultés économiques et sociales que connaissent les Marocains poussent ces derniers à l'immigration clandestine. Nombreux sont ceux qui vivent avec l'espoir d'enjamber la mer à la recherche d'une vie meilleure. Ce rêve se brise parfois entre les mains de la garde civile espagnole et parfois d'une manière tragique. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers. Des bilans non officiels parlent de centaines de morts, nous dit Melika Bellal. La situation socio-économique au Maroc pousse de plus en plus de jeunes à prendre la mer en direction d'autres pays. La crise économique, l'inflation des prix, l'injustice et les arrestations abusives minent la population qui ne voit pas d'autre perspective que l'exil vers l'Europe au risque de perdre leur vie. Les eaux hostiles, le drame des noyades et la garde civile des pays européens ne dissuadent nullement les Marocains au départ. Ces derniers émigrent en général de manière clandestine selon différents procédés à bord d'embarcations de fortune, de pirogues et même à la nage. Le Marzenne est en effet depuis quelques années au cœur des problématiques migratoires mondiales devenues principale provenance des émigrés. Les raisons économiques ne sont toutefois pas les seules à pousser les Marocains sur la route de l'exil. Nombre de jeunes invoquent aussi un malaise politique et sociétal profond. Les mouvements de protestation sont encore plus durement réprimés, notamment dans le Rif, faisant grandir un sentiment d'injustice chez les jeunes et de régression de la société. Le niveau de désespoir est tel que les candidats à l'exil sont prêts à risquer leur liberté et leur vie plusieurs fois. Des ONG font régulièrement état de naufrages meurtriers. Des bilans non officiels parlent de centaines de morts dans les eaux marocaines, espagnoles ou internationales. Si les autorités du Marzenne disent avoir déjoué des milliers de tentatives d'émigration clandestine durant ces derniers mois, il n'en demeure pas moins que la complicité de ces services de sécurité est parmi les principaux facteurs qui ont encouragé ces jeunes à prendre le large en corrompant des agents censés être principaux protecteurs de la loi. Une loi bafouée et tout un système qui est gangréné par la corruption. Un phénomène qui n'est pas récent puisque l'année 2014 a été marquée par l'un des plus meurtriers drames dans le nord du royaume. Au moins 15 migrants s'étaient noyés en tentant d'atteindre la plage de Tarajel à Ceuta.
Récemment, le 24 juin 2022, près de 2000 migrants d'origine africaine tentent d'entrer en Espagne en passant par l'enclave de Melilla, au nord du Maroc. 23 d'entre eux perdent la vie dans des heurts avec les forces de l'ordre. Cette tragédie illustre une nouvelle réalité. Jamais autant de migrants n'avaient perdu la vie en tentant de franchir l'enclave de Melilla. En juin 2023, une cinquantaine de migrants marocains sont portés disparus au large du sud du Maroc après avoir tenté de rallier l'Espagne à bord d'une embarcation clandestine au large d'Agadir. La principale ONG de défense des droits de l'homme au Maroc a exhorté les autorités du Marzen à enquêter et intervenir immédiatement pour révéler le sort de ces jeunes migrants et à identifier les réseaux de traite d'êtres humains et de migration irrégulière qui ont causé et continuent de causer de grandes tragédies dans lesquelles sont impliqués de hauts responsables du Marzen. Et puis cette information qui a fait la une de la presse à travers le monde, démantèlement d'un réseau de trafic de nouveau-nés au Maroc, au-delà des 30 personnes interpellées. Dans le cadre de cette affaire, plusieurs questions sur le marasme et les difficultés dans lesquelles vivent les familles marocaines contraintes à se séparer de leurs bébés quelques heures seulement après leur venue au monde. Et puis retour chez nous, ouverture aujourd'hui de la 7e édition du 7e salon d'information sur le cancer qui se déroule du 3 au 5 février au Palais des Expositions Pin-Maritime. Organisé en partenariat avec le ministère de la Santé, ce salon réunit en un seul endroit tous les intervenants qui interviennent dans la lutte contre le cancer, de la prévention jusqu'au traitement, où des professionnels sont présents pour informer et orienter les visiteurs. Reportage Badia Amarni. Les cancers tous types confondus sont fréquents de par le monde et en Algérie, 45 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. Pour endiguer ce phénomène, les autorités ont mis en place un programme de prise en charge des patients. Au niveau du salon dédié au cancer, la sensibilisation est au rendez-vous. On est présent aujourd'hui dans un salon très important. Dans le cadre de l'information, on doit informer tous les citoyens de venir se présenter et de voir éventuellement les possibilités de dépistage et de sensibilisation, surtout pour la tranche de citoyens qui sont un peu plus ou moins âgés. Et dans notre service, on reçoit pratiquement de plus en plus de patients jeunes, malheureusement, qui présentent un cancer du poumon et des deux sexes. Et donc, on réalise plus de 160 interventions de résection pulmonaire, c'est-à-dire d'amputation d'une partie ou la totalité du poumon à cause du cancer. On est présent pour le salon, c'est pour sensibiliser et pour dire aux gens aussi que le malade cancéreux, en fin de vie, donc qui ne peut pas et qui a besoin d'un milieu familial, là où on le prend en charge. Au niveau de ce salon, des équipes médicales pluridisciplinaires sont présentes pour accomplir différents actes médicaux allant de la simple autopalpation pour le cancer du sang à la prise de sang pour ce qui est du cancer de la prostate ou encore des consultations de dépistage des cancers de la peau, du col de l'utérus et autres. On est venu aujourd'hui pour sensibiliser la population générale et les informer sur le cancer du poumon, qui est très fréquent, qui a été toujours très fréquent depuis plus d'un siècle, depuis l'avènement du tabac que ce soit actif ou passif, c'est le premier cancer, chez les hommes et chez les femmes. Pour un dépistage, il n'y a pas vraiment de dépistage pour le cancer du poumon. C'est plutôt des signes cliniques. La toux, qui est le symptôme le plus précoce. L'hémoptysie, ça veut dire que quand il crache du sang après un effort de toux. Alors, aujourd'hui, on fait dans la prévention du cancer du sein. On est là pour apprendre à la femme de faire l'autopalpation, de faire son examen elle-même, faire connaissance avec sa poitrine, parce que dès qu'il y ait le moindre changement, elle saura bien les kain haja. Ce salon d'information sur le cancer était une occasion pour les intervenants, à leur tête le ministre de la Santé, pour revenir sur les efforts consentis par l'Algérie, entre autres la mise en place de 19 centres anti-cancer à travers le pays, nombre qui augmentera pour atteindre 25 d'ici 2025 à 2026. Pour les médicaments, on a donc autorisé la PCH à importer des médicaments innovants. Nous avons mobilisé
20 milliards de dinars par rapport à ça, 2000 milliards de centimes, pour prendre en charge les médicaments innovants. Et nous avons importé ces médicaments. Le salon d'information sur le cancer intervient à la veille de la journée mondiale de lutte contre le cancer, coïncidant avec le 4 février de chaque année. Et avec les salons, l'on y reste. Et pour sa première édition, le Salon international des solutions d'hygiène rassemble le corporel, le domestique et l'environnemental. De quoi faire évoluer les pratiques liées à l'hygiène en Algérie. Plusieurs concours et autres activités seront proposés pour sensibiliser le large public sur l'importance des petits gestes écologiques. Reportage Walid Yousfi. Walid, un jeune entrepreneur de Chlef, qui prend part à ce salon dans le but de faire connaître son produit. Il s'agit d'un produit détergent 100% bio à base d'huile et de plantes naturelles. Il est désinfectant, détergent, détachant, décapant et détartrant en même temps. Voilà. Donc il est multi-surface, multi-usage, sans odeur, sans allergie, ne brûle pas les mains. C'est une opportunité pour présenter notre produit et rencontrer de nouveaux clients. Un autre projet innovant qui s'intéresse cette fois-ci à l'aspect environnemental. Chérif, fraîchement diplômé, nous propose une solution de revalorisation de certains types de déchets. Le projet, c'est un process pour la valorisation, la récupération, principalement du cuivre, issu des déchets électriques et électroniques. Par déchets électriques, on parle de tout ce qui est électronique, comme les téléphones portables, les PC, mais aussi le gros électroménager. L'impact environnemental a un impact direct, car l'Algérie, elle rencontre une production de déchets, ce type de déchets très importante, selon les statistiques de l'AND. Alors la solution que je propose, c'est qu'elle s'attaque directement à ce problème pour réduire considérablement et créer de la richesse, mais aussi ça permet de créer une économie circulaire. Dans sa première édition, le Salon international des solutions d'hygiène rassemble le corporel, le domestique et l'environnemental, de quoi faire évoluer les pratiques liées à l'hygiène en Algérie. En fait, c'est une plateforme, comme vous le voyez, qui a essayé de réunir la majorité des entreprises ou des opérants qui ont des solutions d'hygiène. On a essayé d'enrichir le programme avec des animations, un espace show, un espace musée. Notre objectif, c'est surtout d'aider ou de participer à l'évolution de notre pays vers une Algérie plus propre et de faire en sorte à ce que les entreprises qui proposent des solutions d'hygiène soient de plus en plus créatives. Lors de ce salon, plusieurs concours et autres activités seront proposées pour sensibiliser le large public sur l'importance des petits gestes écologiques. Et l'on s'intéresse à présent à la production de pommes de terre dans l'une des wilayas leaders dans cette production. Et il s'agit là de Ain Defla, avec plus de 4200 hectares réservés cette année pour la production de ce tubercule. La wilaya s'est tissée également la première marche du podium en matière de production de semences de ce tubercule. Et Rawh Mouch nous emmène dans ce grand format dans la commune de Ruina, considéré comme l'un des pôles agricoles de la wilaya. Regardez. Des terres agricoles à perte de vue. Nous sommes à Ain Defla, une région dont la vocation agricole n'est plus à présenter, notamment grâce à sa production abondante en pommes de terre. Plus de 4200 hectares sont réservés cette année pour la production de ce tubercule. Aujourd'hui, elle s'est hissée à la plus haute marche du podium en matière de production de la semence de pommes de terre. Une production qui devrait dépasser 1 million de quintaux cette année. Direction Ruina et plus précisément vers cette exploitation destinée à la culture de la pomme de terre, à la découverte des secrets derrière la réussite de ce légume. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un travail de longue haleine. Nous débutons le travail à 6 h du matin. Tout d'abord, nous nettoyons la pomme de terre, puis on la trie. Enfin, nous la stockons avant de la commercialiser. J'ai grandi dans ce milieu. Cela fait près de 10 ans que je suis dans le domaine. Mon exploitation s'étend sur une superficie de plus de 8 hectares, destinée exclusivement à la production de la semence de la pomme de terre. Dieu merci, cette année, nous tablons sur une bonne récolte. Nous tenons aussi à remercier le président de la République pour toutes les facilitations octroyées aux agriculteurs. Ce qui est important, c'est l'accompagnement des agriculteurs. L'accompagnement soit technique ou même administratif, elle est très importante. Donc l'administration représente une part géante dans le processus de production agricole. Il y a toujours des formations par rapport à ce sujet bien défini.
c'est des formations qui sont réalisées, qui ont la formation sur champ, ou qui ont la formation ou qui ont même la formation des cadres. Du champ à la table, une fois récoltées, ces tonnes de pommes de terre sont chargées dans ces camions. Destination, cette nouvelle usine de transformation spécialisée dans le flocon de pommes de terre. Ici, c'est un véritable temple dédié à la pomme de terre. Dès que vous franchissez les portes, le bruit assourdissant des machines résonne dans toute l'enceinte où chaque jour, des tonnes de pommes de terre fraîches sont transformées en purée. ليطاب فينال واش فيها كنعملوا تعقيم الماده الجافه ثم عندنا تمر على ديتكتور دو ميتال pour éviter les grains et finalement bon يشارجوها في لي ساك امبالوها في لي ساك تاع 20 كيلو فما اكثر. دونك لا ماتيير بروميير سي نجيبوها من عند فلا on apporte من عند الفلاح. On a 101 travailleurs. Ils sont algériens, ils ont une formation algérienne, ils sortent des universités et des instituts algériens. Ils sont vraiment qualifiés de fabriquer notre produit. Le développement des industries de transformation agroalimentaire en Algérie représente aujourd'hui un défi pour la production nationale. Et à base de poudre de pois chiches, huile, cumin et pincée de sel. Et malgré la simplicité de cette recette, caliente ou karantika reste l'un des plats les plus appréciés par les Algériens. El karantika ou garanteta, dans certaines régions, les appellations diffèrent, mais le goût est le même, nous dit Yasmine Amri dans ce reportage. À l'ère du taco, c'est shawarma, karantika, considéré comme le sandwich du pauvre. Fait de la résistance, tellement prisée, elle est appelée dans l'algérois kebda beida ou le foie blanc. Bien que d'origine ibérique, karantika tient son nom du mot espagnol caliente. Il s'agit d'un des plats les plus répandus en Algérie et à Oran en particulier. Pour ce qui est le karantika, c'est une recette purement espagnole. Il existe plusieurs versions. Elle a été créée sur un navire suite à un naufrage, qu'une partie du pois chiche a été inondée et il était obligé, le chef, de trouver une solution. Sur le château de Santa Cruz, il y a eu des soldats, ils étaient coincés, ils n'avaient plus rien à manger. Donc, si on veut dire, c'est un petit sandwich qui ne coûte pas cher. La karantika, c'est un mot espagnol qui veut dire chaud. Et c'est le plat le plus célèbre chez les Oranais. Bien que les goûts diffèrent, les amateurs de ce plat ajoutent leur grain de sel en agrémentant leur sandwich de karantika avec la harissa, purée de piment rouge et du cumin, sans pour autant altérer la simplicité de ce plat qui reste très prisé et apprécié. C'est une recette très simple, à base de pois chiches, huile et sel. C'est un plat accessible à tout le monde, aux couches aisées et aux couches moyennes et aux gens qui n'ont pas assez d'argent pour acheter. Ça reste un délicieux sandwich incomparable, aimé par toutes les classes. Vers Alger, Constantine, Annaba et tout ce qui s'ensuit. Un plat populaire qui fait partie des plats emblématiques d'Oran pour son goût unique et sans égal. Il est aujourd'hui une tradition culinaire qui fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'Algérie. Une idée de recette pour votre dîner ce soir. Voilà qui termine ce 19h préparé par Salim Saïd et Adel Bokhames et réalisé par Mokhles Lalmi. L'information revient à 23h pour l'édition anglophone. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. Vous retrouvez Amina Zahou pour l'édition de midi demain. Bonsoir.